Bonjour à tous, on va démarrer hein, tranquillement. Merci à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. J'espère qu'il sera instructif pour vous. Donc, je suis en compagnie de Frédéric Boursier, qui est du coup le directeur technique de IDline. Moi, je suis plutôt au commerce et puis en fait, on a énormément de demandes concernant en fait l'EDR. Beaucoup d'entreprises s'intéressent à cette nouvelle technologie qui est à la fois sophistiquée, efficace, et du coup, bah, on vous propose en fait ce petit webinaire pour comprendre vraiment ce que c'est qu'un EDR, voir quelques exemples et puis voir si éventuellement ça peut concerner votre entreprise. Donc c'est parti. Est-ce que quelqu'un peut juste me confirmer qu'on m'entend bien? Frédéric, toi tu m'entends à travers du micro? Bonjour à tous, oui, oui, je t'entends bien au travers du micro, même si on est dans la même pièce, et je vois bien ton écran, tu peux y aller. Bon, bah, très bien. Du coup, le terme EDR, tout d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un terme, aussi récent qu'on pourrait le penser, hein. On est en 2022. Ce terme, en fait, la première fois a été prononcé en 2013 par, le docteur Anton Chuvakin, j'espère que je le prononce bien, qui n'était autre à l'époque que le directeur de la recherche de Gartner. Donc, Gartner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui font les Magic Quadrants, qui sont en fait des systèmes de classement, une sorte de veille en fait sur les différentes solutions technologiques, voilà, en termes de à la fois business, mais aussi en termes d'efficacité selon du coup leurs études. Du coup, derrière ce terme qui date finalement de presque 9 ans maintenant, on va déjà définir en fait ce qui signifie. Donc, c'est un sigle, hein, qui veut dire Endpoint Detection and Response. Donc ça veut dire en fait détection et réponse sur les endpoints, donc les points, terminaux en fait d'un système d'information. Quand on parle de endpoint, en fait on parle finalement des serveurs, et des postes, voire des tablettes, des téléphones et autres. Donc, la définition en fait très basique de Wikipédia, heu, définit que c'est un système qui permet la détection d'activités suspectes directement sur les hôtes du système d'information, mais on va aller quand même un petit peu plus loin que ça, aujourd'hui à travers ce webinaire. On va introduire en fait le sujet du webinaire par, une phrase justement, enfin par, une citation de Gartner. Donc, Gartner estimait en fait, il y a quelques années déjà que le marché du logiciel antivirus traditionnel était obsolète. Donc pourquoi est-ce qu'ils avaient cette logique-là de penser que les antivirus étaient obsolètes? Bah, en fait, c'était dû à un problème d'ordre mathématique. Donc est-ce que, Frédéric, tu peux me confirmer qu'on voit ma calculette? Je te confirme, ouais. On voit bien la D'accord. calculette aussi. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est la production journalière, des pirates. C'est-à-dire, c'est la production, en fait, journalière de nouveaux virus. C'est-à-dire que si on regarde, en fait, ici en 2007, on était à quelques centaines de virus créés tous les jours et en 2017, on était déjà à plus de 390 000 malwares créés par jour. Aujourd'hui, on est à 1 million. On est à plus d'1 million. Si en fait on fait un simple calcul avec la calculette, qu'on fait 1 million divisé par 24 heures, divisé par 60 minutes et divisé par 60 secondes, on réalise qu'en fait il y a à peu près 11,5 virus, donc presque 12 virus bah, qui sortent, qui sont produits tous les jours, toutes les secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un antivirus classique qui fonctionne par comparaison de signatures virales, bah, en fait, il va pas avoir les derniers virus les plus modernes et du coup les plus dangereux dans sa base virale, à moins de se mettre à jour 11 à 12 fois par seconde. C'est pour cette raison notamment que Gartner, à l'époque, évoquait du coup l'obsolescence des systèmes antivirus tels qu'on les connaissait à l'époque. De ce constat-là sont nées de nouvelles technologies. Heu, on on parle aujourd'hui d'EPP, qu'il faut différencier d'un EDR. En fait, si on regarde, ce qu'est un EPP, finalement, un EPP, c'est un système qui va pallier à ce problème mathématique qu'on vient d'évoquer. Donc pour pallier à ce problème mathématique, plutôt que de comparer, en fait, les logiciels qui rentrent sur l'ordinateur ou sur un serveur, à une base de données pour voir s'il y a une signature virale qui est connue et si c'est un virus, bah, tout ce que l'antivirus classique ne va pas connaître, il va le faire passer par une sandbox. Donc en fait, c'est comme si on déployait une machine virtuelle
sur l'ordinateur ou dans un firewall ou autre. Et dans cette machine virtuelle, on va faire passer en fait le logiciel qu'on ne connaît pas. Ce logiciel, on regarde en fait s'il attaque la sandbox et si elle est attaquée, bah, c'est souvent mauvais signe. Donc en fait, on éteint la sandbox, on la régénère et on classe le logiciel comme malveillant. Ces systèmes-là étaient très fonctionnels jusqu'en 2017 à peu près. En 2017, il y a eu un nouveau système qui a été déployé, un nouveau système malveillant qui a été déployé qui s'appelait WannaCry et qui était un des premiers à être capable d'endormir finalement ces systèmes de sandbox qui étaient déjà assez évolués. Pour cette raison, de nouveaux progrès ont été faits en fait sur la cybersécurité. On a rajouté en fait dans les systèmes EPP, donc dans les systèmes d'antivirus un petit peu évolués, de l'analyse comportementale. Donc l'analyse comportementale, ça consiste à programmer des règles à l'intérieur de la sandbox qui vont permettre d'analyser le logiciel, le stimuler, le lancer, et puis en fait voir qu'est-ce que fait ce logiciel réellement. Heu mais même en fait avec, l'analyse comportementale, on a trouvé des limites puisque certains systèmes, malveillants arrivaient encore à endormir les sandbox puisqu'en fait les programmeurs qui programment les règles ne peuvent pas an anticiper tous les comportements possibles d'un virus. Donc par rapport à ça, c'est pas une fatalité, on a fait de nouveaux progrès, enfin l'industrie de la cyber a fait de nouveaux progrès et a ajouté de l'intelligence artificielle à l'intérieur du coup des sandbox. Donc l'intelligence artificielle, elle, recoupe des données sur des cyberattaques qui se passent partout sur la planète et est capable cette fois-ci d'anticiper des comportements que des programmeurs n'auraient pas pu anticiper dans les règles d'analyse des logiciels qui passent au travers de la sandbox. Donc, si on veut définir le terme EDR, il faut d'abord définir ce que c'est réellement qu'un EPP pour ensuite voir ce que sont l'EDR et puis le SOC qui sont finalement complémentaires à un EPP. Donc l'EPP, c'est en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui votre antivirus. C'est l'antivirus qu'on met sur les postes, mais on parle d'EPP souvent quand on est déjà sur un système qui fait plus juste de la comparaison de signature virale, mais carrément un système qui va être capable de faire du sandboxing, de l'analyse comportementale et de l'IA. Sur, un EPP, on fait pas donc c'est-à-dire sur un système antivirus qu'on va déployer sur un poste, généralement, on fait pas une sandbox sur le poste, hein. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que autant dans un firewall, on pourrait le faire, hein, sur un boîtier firewall, autant sur un EPP, c'est plutôt en fait de la mise en cache qui va permettre le sandboxing. C'est-à-dire que par exemple, certains EPP, mettent en cache toutes les données qui doivent être modifiées par un logiciel avant qu'elles ne soient modifiées. Et puis si en fait, il y a modification et qu'il voit que c'est un processus malveillant, il va chercher en fait à tuer le processus et puis à remettre, en place les données qui ont été modifiées à des fins malveillantes. Donc tout ça, c'était très efficace jusqu'à, il y a un petit moment, mais malgré tout, dans les entreprises, plutôt de grande taille, était utilisée une autre technologie qu'on appelle l'EDR, et souvent couplée avec ce qu'on appelle un SOC. Donc pourquoi est-ce qu'en fait les grandes entreprises faisaient, ça depuis un petit moment et pourquoi maintenant beaucoup de PME s'intéressent à cette technologie-là? C'est que le paysage de la cybercriminalité a pas mal évolué ces derniers temps et que maintenant les attaques les plus modernes, comme on a pu le voir par exemple, il y a une semaine et demie sur l'hôpital de Corbeil, hein, c'est passé dans les médias, les pirates, s'infiltrent, humainement en fait dans les systèmes. Du coup, pour comprendre en fait la nécessité d'un EDR, il faut comprendre comment un pirate fonctionne et qu'est-ce qu'ils font. Donc à l'hôpital de Corbeil, par exemple, si bon, on n'a que des bribes d'informations, mais on peut faire l'analogie avec d'autres attaques. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez en fait un pirate qui s'infiltre sur les systèmes d'information et qui va en fait agir humainement pour faire pas mal de choses. Donc le mode opératoire d'un pirate le plus enfin, qu'on connaît habituellement, c'est une phase de reconnaissance. Donc pour faire sa phase de reconnaissance, le pirate a plein de méthodes, hein. Il peut utiliser LinkedIn par exemple pour, comprendre qui sont les personnes, intéressantes à attaquer dans l'entreprise. Quels sont les postes informatiques qui seraient intéressants de pirater, d'infiltrer. Quels sont les postes informatiques finalement qui ont les bons niveaux de droit pour pouvoir agir sur l'intégralité du système d'information. Il va utiliser éventuellement du coup LinkedIn, il va utiliser des bases de données qui sont, du coup achetables, sur le dark web.
Il va pouvoir utiliser éventuellement même des solutions d'approche physique. Ça peut être par exemple un pirate qui va payer du personnel de ménage pour mettre une clé USB à l'intérieur d'un télécopieur. Et puis généralement, la phase 2, tout à l'heure, la phase 2 sera en fait une première attaque initiale qui est généralement tout à fait transparente, qui est une attaque très généralement faite par mail. Donc c'est un phishing, hein. C'est du coup une attaque sur laquelle il va falsifier son identité, vous envoyer un mail en se faisant passer pour un de vos clients, mais il va pas l'envoyer évidemment au DSI ou au DAF, il va l'envoyer à quelqu'un qui a, on va dire, une certaine fragilité dans l'entreprise. À tel point qu'en fait ce phishing va être transparent, c'est-à-dire que la personne en fait va éventuellement communiquer des informations ou faire infecter son poste sans que finalement la DSI en ait pris conscience. C'est pour ça d'ailleurs que on préconise beaucoup en fait dans une démarche de cybersécurité d'avoir un anti-spam très correct et d'ajouter de la sensibilisation auprès des collaborateurs puisque certains phishing sont très difficiles à détecter. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je montre une attaque en fait par phishing il y a quelque temps sur LinkedIn que vous pouvez retrouver sur mon compte. Ensuite, le pirate va prendre le contrôle d'un poste. Ça peut être le poste du coup d'une personne fragile dans l'entreprise, mais c'est souvent en fait le poste d'un nomade qui est en télétravail, qui n'est pas derrière les systèmes de firewalling de l'entreprise. Ensuite, il va essayer de se déplacer latéralement à l'intérieur du réseau. C'est-à-dire que quand le poste du nomade revient à l'intérieur du réseau de l'entreprise, du réseau local, il va tenter de se déplacer jusqu'à atteindre un poste qui est beaucoup plus intéressant pour lui. Donc le poste par exemple d'un DSI, le poste d'un dirigeant, ou le poste, voilà, un poste qui pourrait avoir des privilèges suffisants pour atteindre les serveurs, éventuellement les systèmes de sauvegarde. Une fois qu'il a fait ça, il va commencer une exfiltration de données. Cette exfiltration de données, généralement, enfin toute cette phase-là, hein, jusqu'à l'exfiltration de données, dure en moyenne 5 mois. C'est ce que montrent en fait les études que font en fait les enquêtes de police judiciaire après des attaques. C'est-à-dire que généralement un pirate reste 5 mois, même 5 mois et demi en infiltration avant que en fait l'entreprise subisse le vrai résultat de l'attaque. Donc, après ces 5 mois, le pirate soit se sert des données exfiltrées, soit, par exemple, balance un ransomware. Donc, il va chiffrer l'intégralité des données, des serveurs, des postes et idéalement des sauvegardes quand il est capable de le faire. Éventuellement avec des systèmes de chiffrage lent, c'est-à-dire des systèmes qui ne vont pas chiffrer l'intégralité des données pour qu'on s'en rende compte le plus tard possible et que du coup les sauvegardes, y compris journalières, soient corrompues sur un certain nombre de jours pour maximiser son impact. Et puis avant juste de faire son attaque, il crée ce qu'on appelle une backdoor, donc une porte dérobée qui permet en fait de re-rentrer sur le système. Il y a une statistique qui montre que 52% des entreprises qui ont été attaquées une première fois se font réattaquer dans les 3 mois. C'est-à-dire que quand elles ont une attaque, elles remettent leur sauvegarde, elles remettent le système d'équerre, sauf qu'il n'y a pas forcément de choses structurelles pour vérifier si le pirate a éventuellement une backdoor. Donc pour éviter en fait ce comportement-là, hein, qui donne des attaques très dangereuses, puisque finalement il s'agit d'exfiltration de données et puis souvent de chantage. Donc à Corbeil par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en fait des données de leurs patients à l'hôpital sur un site internet et ils demandent une rançon pour éteindre ce site internet. Donc on n'est plus simplement sur un ransomware, on est vraiment sur de l'exfiltration de données, de la monnaie, enfin du monnayage finalement de ces données. Donc pour éviter ça, il existe aujourd'hui une technologie dont on parle dans ce webinaire qui est l'EDR, qui est en fait la dernière ligne. Donc il faut rappeler simplement que l'EDR, c'est quand même quelque chose qui se déploie sur un ordinateur, sur un poste ou sur un serveur. Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la dernière ligne? C'est qu'en fait, s'il y a quelque chose qui se passe sur l'ordinateur, ça veut dire que le pirate a déjà atteint l'ordinateur et qu'il y a déjà quelque chose qui se passe sur l'ordinateur qui est malveillant. C'est pour ça qu'il est très important en fait de mettre des barrières en amont comme du firewalling, de l'anti-spam, de la sensibilisation collaborateur, de la sauvegarde et ainsi de suite. Donc maintenant, si on reprend ce tableau-là et qu'on essaie de définir ce que c'est qu'un EDR réellement, en fait, vous avez toujours du coup la couche EPP, donc la couche antivirus, et en fait, vous avez une couche sophistiquée complémentaire qu'on appelle l'EDR, qui est vraiment une technologie qui fait autre chose que l'antivirus. Donc, on m'a souvent demandé est-ce que du coup, si je mets de l'EDR, j'ai plus besoin de mon EPP? La réponse est non. Un EDR vient compléter un EPP, il vient compléter un antivirus, c'est pas la même chose.
L'antivirus, donc l'EPP, va chercher des logiciels, enfin, va analyser des logiciels malveillants. L'EDR, il va détecter du pirate humain, vraiment des approches d'un pirate humain qui essaierait de s'infiltrer sur le poste. Donc pour faire son métier, l'EDR va avoir besoin en fait de vérifier en temps réel et systématiquement la configuration de la machine. Donc il va vérifier si par exemple vous avez des ports ouverts sur la machine qui ne devraient pas être ouverts. Il va vérifier si par exemple la machine se connecte à des IP qui seraient suspectes, qui seraient dans des pays par exemple assez connus pour servir de proxy à la piraterie, ou alors qui seraient référencés dans des bases de données sur lesquelles on connaît en fait voilà, des IP suspects. Il va vérifier si par exemple en fait vous avez des scripts PowerShell qui se lancent sur votre ordinateur sans que en fait l'utilisateur de l'ordinateur s'en rende compte. Donc c'est souvent en fait par exemple un petit script, vous voyez en fait un petit flash noir et en fait c'est un invite de commande qui a été lancé très vite avec un script à l'intérieur et qui s'est refermé juste derrière parce que le script derrière peut s'exécuter. Donc il va vérifier tout un tas de choses et ce en temps réel. Et le R de EDR, du coup on est sur un terme qui veut dire Endpoint Detection and Response. En fait, l'EDR va chercher à répondre à l'attaque. Donc comment est-ce qu'il répond? En fait, il répond généralement par l'isolation instantanée du poste. Quand on parle d'isolation instantanée du poste, on parle d'une isolation d'Internet, donc du réseau Internet et du réseau local. Donc pourquoi on fait ça? On fait ça parce que si on isole le poste, concrètement, le pirate déjà n'a plus la possibilité d'avoir un accès distant au poste, donc il peut plus continuer en fait ses méfaits. On va aussi isoler le poste pour que le pirate n'ait pas le temps d'effacer les logs, c'est-à-dire d'effacer ses traces. En faisant ça, on garde toutes les traces de ce qui s'est passé, du contenu de l'attaque, et on va être capable d'informer l'entreprise, d'expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé sur le poste, et voir s'il y a de la donnée éventuellement qui a fuité, et ainsi de suite. Et puis l'isolation du réseau local permet au poste de ne pas être en mesure de contaminer les autres postes du réseau de l'entreprise voilà, qui seraient connectés à lui, de pas de cloisonner, on va dire, la contagion. Toute cette isolation, elle se fait de manière logique et non pas hardware. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On ferme, enfin l'EDR va fermer en instantané tous les ports de la machine, sauf un seul qui va communiquer avec une équipe cyber qu'on appelle le SOC. Donc le SOC, ça veut dire Security Operations Center. Donc traduit en français, c'est centre opérationnel de sécurité. Et du coup, ce SOC, c'est une équipe cyber qui va traiter les alertes de l'EDR en temps réel. Concrètement, c'est une intervention humaine dont en fait les membres de l'équipe SOC vont avoir pour mission de traiter à la fois les alertes qui sont des vraies alertes, c'est-à-dire des vraies attaques, mais aussi traiter les éventuels faux positifs. On rappelle qu'on est sur une technologie qui est très sophistiquée, mais qui est une technologie qui doit apprendre aussi de votre système d'information, de votre manière de les gérer. Et du coup, il est possible, par exemple, si un DSI pousse ce qu'on appelle une GPO, donc en fait va pousser des scripts sur l'intégralité des PC de l'entreprise pour, par exemple, installer un logiciel, il est possible que le DR en fait ne comprenne pas que ce soit une action légitime et vous mette soit un PC, soit carrément une flotte de PC en carafe. Donc, le SOC doit intervenir très vite. En l'occurrence, par exemple, chez Edeline, nous, on fait de la garantie de temps d'intervention en 1 heure. Chez d'autres prestataires, on peut voir jusqu'à 48 heures. Donc, il va y avoir une GTI en fait qui va être annoncée avec un SOC quand vous commandez un EDR. Et du coup, le rôle de cette équipe ne s'arrête pas au traitement de l'alerte. Si vous avez une véritable attaque, il va contacter votre entreprise, contacter la personne qui est en charge de l'informatique, lui expliquer exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a fait le pirate, sur quel poste et qu'est-ce qu'il faut faire. Par contre, un SOC, généralement, il s'arrête là, c'est-à-dire que c'est un policier. Il s'arrête à simplement prendre le voleur la main dans le sac. Après, s'il y a des actions à mener sur le poste pour le rendre opérationnel et le remettre dans le réseau de manière sécurisée, le SOC va éventuellement préconiser des actions, comme par exemple le formatage du poste ou autre. Mais par contre, il va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il va pas faire, l'équipe SOC ne va pas faire le formatage du poste en question. Ce que l'équipe SOC peut faire en revanche sur le poste, c'est éventuellement libérer le poste si jamais il a été l'objet d'un faux positif, et puis il va pouvoir éventuellement faire une analyse à distance par le système EDR et éventuellement EPP qui est en place.
Du coup, quand on voit cette segmentation, on comprend aussi une chose, c'est qu'il est possible de mixer deux technologies. On peut très bien prendre un EPP d'une marque, un antivirus d'une marque, et avoir un EDR d'une autre marque. Bon, généralement, c'est préférable d'avoir les deux au même endroit, euh, mais il y a deux écoles là-dessus. Si vous avez les deux au même endroit, c'est-à-dire un EDR et un EPP d'une même marque, il est possible en fait que, en fonction de la technologie utilisée, l'EDR et l'EPP communiquent entre eux et que du coup, ils soient plus efficaces à fonctionner ensemble. Et puis il y a une autre école qui dit que un EPP d'une marque et un EDR d'une autre marque permet d'avoir en fait deux approches différentes de cybersécurité et que du coup ça peut être intéressant. J'ai pas d'avis sur la question et je crois qu'on n'a pas d'avis de manière générale sur la question. C'est vraiment deux approches différentes qui se valent. Du coup, si on rentre un petit peu dans ce que voit une équipe SOC vraiment en cas d'attaque, donc là en fait vous êtes vraiment dans les coulisses d'une cyberattaque. Vous avez en fait le programme EDR sur un poste qui s'est réveillé, qui en fait a diagnostiqué une alerte dans laquelle en fait il a une confiance élevée dans son diagnostic et il estime que la gravité de cette alerte est élevée aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le poste est vraiment grave. Donc là, on voit en fait un petit schéma de l'attaque. Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est des copies d'écran du système F-Secure qui s'appelle maintenant WithSecure, qui est une solution qui propose des EDR qui aujourd'hui est très réputée parce qu'il protège notamment toutes les grandes banques d'Angleterre, toute la City, les 5 plus grandes banques d'Angleterre sont protégées par F-Secure. Et là, en fait, du coup, on est sur le portail en fait derrière que voit le SOC, c'est-à-dire que donc on voit une attaque qui est rentrée sur le poste ici desktop et vague33C. Et puis il y a un invite de commande qui a été lancé, un PowerShell.exe qui a été lancé. Donc déjà, en gros, ça permet d'avoir une vision assez globale de ce qui s'est passé sur l'attaque. Et puis derrière, en fait, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire comprendre vraiment qu'est-ce qui a été fait. Donc là, on voit ici qu'il y a une ligne de commande qui a été lancée par un pirate. Donc c'est un PowerShell, donc ça veut dire qu'il lance en fait un terminal comme on a vu tout à l'heure, un truc comme ça. Euh, et puis en fait, il démarre ici un téléchargement, Start Bit Transfer, il démarre un téléchargement qu'il fait passer en priority foreground, donc un téléchargement qui va passer en priorité devant tous les autres téléchargements. Ici, il définit la source, c'est-à-dire l'endroit en fait, qu'est-ce qu'il doit télécharger, et puis après là, il définit en fait l'endroit où il va positionner le fichier qu'il télécharge. Donc il essaye en fait, là ce pirate essaye en fait de télécharger un script malveillant qui va lui permettre derrière éventuellement de faire des choses sur le poste. Ici on voit que la date de l'exécution du script elle est à 10h14 et 33 secondes et qu'en fait le DR y a mis fin à 10h14 et 33 secondes. Donc ça a été instantané. L'équipe SOC étant humaine, elle intervient après, c'est-à-dire elle intervient une fois que voilà, qu'elle a tout ça. Donc vous voyez en fait ici ce qu'on peut faire. Ils peuvent éventuellement, une fois l'attaque étudiée, sachant que bon là on est sur une attaque où il y a une ligne de code, mais il y a des attaques qui sont bien plus complexes. Il y a des centaines de lignes de code éventuellement. Euh, donc ils peuvent éventuellement isoler, enfin libérer le poste de son isolation s'ils considèrent que ça c'était finalement quelque chose de légitime fait par la DSI. Ils peuvent éventuellement analyser l'appareil, ils peuvent informer les clients. Sinon, en fait, nous concrètement, notre équipe SOC appelle directement en fait les clients. Et si vraiment l'attaque est extrêmement compliquée, extrêmement sophistiquée, ils peuvent même signaler en fait l'attaque carrément à la marque, donc à l'industrie F-Secure, pour soit avoir en fait une réassurance sur le diagnostic, soit pour simplement en fait les informer qu'il y a ce type d'attaque qui est véhiculé et qui peut poser de réels problèmes. Bon. Dans le cas de l'attaque que vous voyez ici, en fait, il s'agit juste d'un test, EDR Testing Script. Donc c'était un test qui a été fait par Novancy simplement pour montrer en fait une copie d'écran pour qu'on puisse faire ce webinaire. Un EDR va généralement aller plus loin. Donc là, tout dépend en fait des systèmes que vous commandez à vos prestataires. Mais un EDR, concrètement, il a pour rôle aussi de tenir la machine dans un niveau de configuration suffisamment élevé et pertinent pour qu'elle ne se fasse pas attaquer. Donc si on regarde en fait sur mon propre poste, moi j'utilise WithSecure, et vous allez voir qu'ici en fait dans WithSecure, il y a un petit onglet où il y a en fait des mises à jour qui sont détectées. Donc en fait là mon EDR concrètement qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si j'ai en fait des mises à jour qui sont pas faites sur certains logiciels comme Webex, Mozilla et tout ça. Et dans certains cas, il va définir en fait certaines mises à jour comme étant critiques, c'est-à-dire qu'il y a des failles qui sont connues sur le dark web. Donc il faut savoir que sur le dark web, c'est très simple d'acheter
des failles, hein, ça coûte très peu cher. Il suffit en fait d'aller vraiment sur le portail pour les débutants du dark web, hein, et sur le troisième lien, vous avez en fait les différentes failles de Windows Server, par exemple, des anciens Windows Server, les différentes failles de Windows XP, et puis des guides aussi pour exploiter ces failles. Et maintenant, vous avez même des logiciels malveillants en SaaS, c'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont utilisables en ligne sans même avoir besoin de les télécharger sur votre ordinateur pour exploiter en fait les failles à distance. Et du coup, bah, le pirate qui utilise finalement ces systèmes-là, donc il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances. Simplement, quand il récupère de l'argent par le biais de ce système-là, en fait, il y a une royalties qui est versée au pirate qui a conçu le logiciel en SaaS. Donc, on est à peu près sur ces niveaux-là. Donc, l'EDR va permettre aussi de faire une sorte de radar. Donc, encore une fois, c'est pas fourni sur toutes les solutions. Oui, Secure le permet par exemple, mais c'est pas. J'ai vu que certaines solutions ne le faisaient pas. Du coup de mettre à jour en fait les différents applicatifs qui pourraient mettre à risque votre beacon. Le déploiement d'un EDR, on parle d'une technologie qui est très sophistiquée et qui du coup demande en fait un déploiement très fin. Donc les enjeux en fait, c'est quoi? C'est que si on déploie mal l'EDR, bah, on pourrait en fait laisser passer des infiltrations par des pirates. Donc c'est pour ça que l'équipe qui doit déployer l'EDR doit être une équipe qui est qualifiée en cybersécurité. Généralement, on demande même en fait des équipes qui sont certifiées sur les technologies qui sont utilisées. Et idéalement même, on peut avoir des personnes qui vont passer en fait les diplômes de pirate offensif pour savoir comment un pirate travaille, hein, comment un pirate en fait vient faire de la piraterie. Il y a plein de méthodes en fait qui sont très connues, hein. Il y en a plus de 500 qui sont référencées et qui permettent de connaître les différentes manières d'infiltrer un système d'information. Donc, sur le déploiement, il va falloir que ce soit bien configuré pour ne rien laisser passer, tenir compte de votre gestion parce que il faut qu'on sache, par exemple, comment le DSI ou la DSI gère par exemple les GPO, hein, comment est-ce qu'il fait pour configurer tous les postes de l'entreprise. Il va falloir tenir compte en fait de ces actions-là pour ne pas générer de faux positifs sur le DR. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est que, en gros, on doit trouver un juste milieu entre un très bon niveau de sécurité et en même temps éviter que d'un coup vous ayez toute une flotte d'ordinateurs qui se retrouvent isolés. Donc le déploiement prend du temps. Souvent en fait c'est des déploiements qui peuvent coûter un petit peu d'argent et se fait en fait sur des tests intermédiaires, c'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre d'ordinateurs sur lesquels en fait on va déployer d'abord le DR, on va l'éduquer, on va éventuellement même le mettre en mode passif, c'est-à-dire que il va remonter des alertes, mais c'est l'humain qui va gérer derrière. Et une fois qu'en fait sur ces ordinateurs, sur cet échantillon d'ordinateurs et de serveurs, on a quelque chose qui est viable, on va le déployer plus largement sur une population plus large, voire sur l'intégralité des postes de l'entreprise. L'importance de la GTI et du SOC est capitale dans le choix d'un EDR, hein. La GTI, c'est la garantie de temps d'intervention du SOC, donc de l'équipe humaine derrière. Pourquoi? Parce que si vous devez attendre pendant 48 heures en cas d'isolement de votre flotte, que quelqu'un prenne la main pour vous libérer les postes si c'était un faux positif, en fait, c'est 48 heures pendant lesquelles, du coup, l'entreprise ne peut pas travailler avec son informatique. Donc, il est important quand vous choisissez un partenaire d'avoir une GTI très courte, de l'ordre de, idéalement de moins de 2 heures. Donc, nous, par exemple, on est à 1 heure, mais je sais que il y a des curseurs qui peuvent se mettre à ce niveau-là. Donc, comment choisir un bon partenaire sur la partie EDR? Donc là, la police judiciaire et puis l'ANSSI généralement en fait préconisent le statut expert cyber, hein. C'est en fait le label du gouvernement, hein, cybermalveillance.gouv.fr. C'est un label en fait qui demande à montrer patte blanche, hein. Un certain nombre de questions sont posées. Il y a des tests à passer pour obtenir ce label. Et généralement, le fait que votre prestataire puisse avoir ce label montre quand même qu'il a déjà un certain niveau de maturité, d'équipe et ainsi de suite.
Et si vous voulez aller plus loin, il est intéressant de se focaliser sur des partenaires qui ont une certification à minima ISO 27001. Donc ISO 27001, ça veut dire Information Security Management, encadrement de la sécurité des données. Et en fait, cet audit, c'est un audit extérieur, c'est-à-dire que là, en fait, on n'est plus simplement dans un prestataire qui va passer une certification euh, auprès de cybermalveillance.gouv.fr. C'est carrément un audit extérieur régulier avec du coup une équipe une équipe neutre, hein, qui vient pas de l'entreprise, qui vient de l'extérieur et qui vient vérifier les niveaux de diplôme des personnes qui vont travailler sur le SOC, les niveaux de certification, le fait que les équipes soient bien certifiées carrément des constructeurs. Par exemple, si on utilise du F-Secure, bah, savoir que les personnes savent bien maîtriser du F-Secure malgré leur beau diplôme, pour ils sachent en fait toutes les fonctionnalités qu'il y a dans la F-Secure et qu'ils puissent bah, éviter de laisser passer des failles béantes ou quoi. Et puis ils vont auditer tout un tas d'autres choses, notamment les procédures d'accès aux données, et ainsi de suite. Et puis, bah, évidemment, la capacité de gérer un SOC avec une GTI raisonnable qu'on a évoqué juste avant. Et puis, il faut que ça soit une solution qui vous plaise, hein, parce que un EDR, c'est pas quand même une voiture, mais il y a par exemple quelques aspects qui peuvent être intéressants. C'est de vous assurer que l'EDR ne soit pas trop impactant sur votre machine, que l'impact sur la machine ne soit pas trop important. Là, si on regarde, hein, on peut regarder. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon écran là-dessus, mais par exemple, le F-Secure. Vous voyez, on est sur une impact machine qui est assez faible. Après, il y a certains autres systèmes où on peut être qu'on commercialise aussi, hein, parce qu'on commercialise pas que F-Secure, on commercialise trois autres systèmes. Mais du coup, il y en a certains qui peuvent être un petit peu plus lourds sur la bécane. Du coup, j'ai entendu souvent, je suis une PME, je ne suis pas la NASA, est-ce que je suis concerné? Donc on va répondre aussi à cette question. Ça, c'est les chiffres de l'ANSSI en 2020. Donc en fait, ça montre la répartition des cyberattaques par type d'entreprise. Et en fait, la partie rose concerne les PME. Donc il y a 34% des cibles, on va dire, des cyberattaques un peu virulentes qui en 2020 étaient des entreprises type PME, donc voilà, taille des entreprises que vous dirigez ou que vous accompagnez. Et en 2021, en fait, ce chiffre a encore grossi puisque maintenant on est à plus de la moitié finalement des cyberattaques qui bah, se focalisent sur les PME, TPE et ETI. Donc pourquoi en fait les pirates font un petit peu volte-face et s'attaquent de plus en plus aux PME plutôt qu'aux entreprises stratégiques, hein, parce qu'on peut voir que finalement le report vient de la partie violette, hein, qui avant était des entreprises stratégiques, donc on va dire le CAC 40 en gros, hein. C'est parce que en fait les PME sont tout simplement beaucoup moins bien protégées généralement, qu'il y a de l'argent dans les PME. Le tissu économique français, on sait que c'est quasiment que de la PME. Euh, et du coup, bah, en fait, c'est pour eux un bon investissement de temps pour la piraterie. Donc j'en parle vraiment comme d'une industrie. C'est pas pour rien. C'est parce que finalement, en fait, la piraterie aujourd'hui, ça ressemble à ça, hein. C'est maintenant des mafias. C'est plus juste une personne qui est dans sa chambre avec un certain nombre de compétences. C'est en fait des mafias organisées et outillées. Si on regarde simplement le marché de la criminalité organisée à travers la planète, on est à 1500 milliards de dollars de volume d'affaires, ce qui représente maintenant à peu près 3 fois le marché de la drogue. Donc c'est devenu le premier marché criminel de la planète. C'est un marché qui rapporte énormément d'argent à ceux qui s'y impliquent, avec évidemment certaines conséquences quand vous le faites dans un pays occidental. Il faut savoir que les pays occidentaux ont une politique enfin comment dire, une politique de justice sur la cybercriminalité qui est extrêmement ferme, mais qu'il y a des pays, bah, notamment en Russie, où il y a une certaine impunité qui est donnée aux pirates à partir du moment où ils respectent un certain nombre de règles. Par exemple, un pirate russe n'a pas le droit d'attaquer la Russie, ni un Russe en dehors du Russie. Et s'il veut garder son impunité, il ne faut pas qu'il sorte de Russie parce que sinon il y a Interpol qui vient en fait le récupérer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'un pirate qui veut faire du piratage en Russie a tout à fait la possibilité d'attaquer l'Occident, de ramasser des sommes astronomiques et de rouler en Lamborghini et ainsi de suite. Euh, tout en gardant son impunité, avec par contre bah, ce blocage, c'est-à-dire géographique. Il ne peut plus sortir de Russie une fois qu'il fait ça. Et il y a un deuxième point qui est intéressant de remarquer, c'est que sur la gauche, en fait, ce qu'on voit ici, c'est la segmentation des tâches de la piraterie. C'est-à-dire que avant, si par exemple on compare ça en fait à la construction d'une roue de voiture, avant en fait pour construire une roue de voiture, si vous vous y preniez seul, bah, il faudrait que vous
enfin, que vous fassiez l'extraction du pétrole, que vous le raffiniez, que vous fassiez l'extraction du métal, que pareil, que vous puissiez le travailler, et ainsi de suite. Donc ça prend une vie, ça coûterait extrêmement cher. Par contre, dès lors que l'humanité a commencé en fait à segmenter les tâches, on a fait des progrès extraordinaires. Et là, en fait, en 7 ans, à peu près, ouais, 7-10 ans, la piraterie s'est structurée de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur la construction de logiciels malveillants, d'autres sur la détection de failles, d'autres qui font la machine à laver, là, du blanchiment d'argent et ainsi de suite. Et du coup, on est confronté en 10 ans à une piraterie qui a extrêmement progressé et qui est du coup voilà, qui demande aussi des moyens différents. C'est-à-dire qu'on peut plus s'arrêter juste sur un EPP. Maintenant, les PME aussi s'équipent de DR. Quelle solution choisir en termes d'EDR? Là-dessus, il en existe plein. En fait, maintenant, toutes les grandes marques, on va dire, du top 10 des antivirus dans les classements, proposent à la fois de l'EPP et proposent aussi des modules EDR. Donc attention, quand vous achetez par exemple du Trend, du Sophos, des choses comme ça, il faut préciser que vous voulez aussi le module EDR. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous achetez un Trend, un Sophos, un F-Secure que vous avez de l'EDR. Il faut vraiment le préciser que vous voulez les modules anti-ransomware déjà, donc pour la partie EPP, et puis les modules EDR. Donc nous, en fait, concrètement, on a testé une vingtaine, c'est un peu plus d'une vingtaine de solutions différentes. On les a stimulées des attaques, sur pas mal de choses. Et en fait, on a mis 3 solutions dans notre panier. Il y en a une avant, on parlait beaucoup, en fait, par exemple, de SentinelOne. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens nous demandent du F-Secure. Et c'est pas pour rien, c'est parce que du coup, c'est ceux qui, en fait, aujourd'hui protègent toute la City, hein. Si on regarde, ils sécurisent les 5 plus grosses banques d'Angleterre. On sait que dans les banques, c'est là où il y a le niveau de cybersécurité le plus élevé. Le curseur, en fait, en termes d'investissement sécurité, c'est là où on le trouve le plus élevé, encore plus que dans les PME, que dans l'industrie ou dans les cliniques ou des choses comme ça. Et c'est une solution qui est européenne, hein, c'est finlandais, donc voilà, d'un côté OTAN, hein, c'est pas comme voilà, on n'est pas sur des marques qui pourraient être, on va dire chinoises ou russes ou autres. Et puis en fait, ils sont très très bons en termes de protection. Ils ont été classés par exemple Best Protection par AV-Test, qui est le plus gros truc en fait, enfin le plus gros organisme de test indépendant d'antivirus. Et puis très léger sur la machine. Dernier point qui est important de préciser, est-ce que du coup, il suffit de protéger son entreprise avec de l'EDR? Est-ce que ça suffit finalement? La réponse est clairement non. C'est sûr que mettre de l'EDR, bon déjà ça représente un budget, hein, parce que l'EDR ça a un certain coût, hein, mais c'est pas suffisant malgré tout. On l'a vu encore récemment, il y a des entreprises, enfin je vous parlais d'une attaque, hein, voilà, dont on a eu écho. Donc bien sûr, on citera pas l'entreprise, mais concrètement, il y a une dame en fait qui avait un profil psychologique assez, on va dire, fragile. Et puis vous avez un pirate qui a fait ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire en fait qui s'est débrouillé pour faire une attaque qui n'est pas technique, mais plutôt en fait une attaque humaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a du coup le dirigeant de l'entreprise qui s'adresse à cette dame et puis qui lui demande, ouais, vous avez fait des virements récemment de l'entreprise, et puis la dame lui dit, bah non, non, mais vous savez très bien, j'ai pas le droit d'en parler, ne me parlez pas de ça et tout ça. Puis le dirigeant s'est dit, attends, de quoi tu me parles? Et puis du coup, il travaille un petit peu le dossier, et puis la nana veut vraiment pas en fait expliquer ce qui s'est passé. Elle dit non, vous m'avez dit de pas en parler, vous savez très bien de quoi je parle, vous m'avez dit de pas en parler, je ne peux pas en parler. Et puis, bon, bien sûr, en fait, il finit par lui faire cracher le morceau et il se rend compte qu'en fait, donc sa DAF, donc sa directrice administrative et financière, a fait 4 virements de 230 000 euros vers un tiers qui est inconnu et qui s'est fait passer pour le dirigeant. Euh, en lui disant que c'était pour une OPA et que du coup il fallait pas en parler, même si on en parlait dans les couloirs, même si le dirigeant venait lui en parler, il fallait pas en parler parce qu'il fallait pas que ça se sache et tout ça. Et elle pensait que le dirigeant la testait. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? L'entreprise a été très réactive, elle est allée voir, enfin elle a appelé la banque, ils ont réussi à bloquer 2 virements de 230 000 euros, mais il y en a 2 qui sont quand même passés vers l'étranger. À partir de là, on sait que Tracfin, c'est-à-dire les systèmes en fait de nos systèmes français de lutte contre le blanchiment d'argent, à partir de 2 pays, en fait l'argent est définitivement perdu. Et avec les crypto-monnaies maintenant, quand il s'agit de rançon, là de toute façon quand on part sur des systèmes
comme Monero qui sont complètement intraçables, là, dans tous les cas, l'argent est définitivement perdu. Donc, est-ce que ça suffit de protéger mon entreprise avec de l'EDR? La réponse est clairement non. La sensibilisation des collaborateurs est extrêmement importante. Donc, il y a des systèmes de sensibilisation industrielle des collaborateurs, hein, c'est-à-dire c'est pas le DSI qui doit faire simplement de temps en temps un petit mail pour rappeler. Il faut mettre les gens en situation. Tout ça, les prestataires savent le faire. On le fait par exemple l'envoi de faux phishing sur lesquels on récupère des données et ces données en fait nous permettent de comprendre qui a cliqué sur quoi, qu'est-ce qu'ils ont rempli et tout ça pour après en fait démarrer une communication auprès des équipes et puis les mettre en situation après avec des QCM réguliers par exemple qui les fait classer des phishing ou des mails fiables qui va les faire monter en compétence sur leur affûtage, on va dire, de conscience cyber et ainsi de suite, malgré le fait que ce soit des équipes qui ne soient pas du tout en fait informaticiennes. Je terminerai par du coup une ouverture du sujet sur les exigences des assureurs cyber. On parle souvent en cybersécurité de la zone d'exposition cyber. Donc la zone d'exposition, il s'agit en fait de comprendre quels sont les endroits par lesquels en fait un pirate pourrait éventuellement rentrer, d'en détecter du coup les fragilités du SI et puis être capable de les combler. Donc les assureurs cyber, maintenant, ils fournissent des questionnaires aux entreprises qui cherchent à se protéger et ils demandent en fait tout un tas d'exigences pour accepter de les assurer. Donc dans ces exigences, il y a déjà une première barrière qui est la sauvegarde des données, puisque à partir du moment où les données sont corrompues, l'entreprise est vraiment à risque. L'externalisation et les tests de ces sauvegardes, parce que du coup, si les sauvegardes se trouvent sur le même réseau de l'entreprise que l'entreprise, en fait, si un pirate rentre concrètement, il va être capable éventuellement d'aller aussi attaquer les systèmes de sauvegarde, dans quel cas là c'est vraiment catastrophique. Que ces sauvegardes soient testées manuellement, c'est-à-dire que c'est bien de faire des sauvegardes, mais si derrière elles fonctionnent pas au moment où on essaie de les remettre en place, ça pose problème, donc il faut qu'il y ait des tests réguliers. Un PRA et un PCA, donc un plan de reprise d'activité et un plan de continuité d'activité avec dedans en fait la communication interne et externe en cas de cyberattaque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'en fait quand vous avez une cyberattaque, il y a plein de choses à faire. Et en fait quand on a un PDG, on peut être très vite dépassé par tout ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que la première chose, il y a des démarches légales. Mais il faut aussi communiquer en interne parce que vous avez toutes vos équipes qui peuvent plus bosser et puis vous avez éventuellement vos clients qui peuvent plus non plus s'appuyer sur vos services, si par exemple vous êtes un transporteur ou autre. Donc il faut à ce moment-là prévoir ces choses en amont. Il faut du firewall robuste avec notamment des couches d'anti-ransomware de zero date qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pas que. Il faut du VPN pour les nomades. Il est hors de question que du coup les nomades se connectent par exemple avec un TeamViewer ou avec ou en direct en fait sur les serveurs de l'entreprise. Hein. Il faut surtout pas exposer les serveurs en direct sur Internet. Hein. On parle souvent par exemple de DMZ pour faire une sorte de barrière intermédiaire, une sorte de zone qui les empêche en fait d'aller jusqu'au serveur directement. Mettre en place une politique de mots de passe forts, changer régulièrement, donc des mots de passe avec allez, peut-être une douzaine de caractères, parce qu'on voit que maintenant, même à 8 caractères mixés, on est sur un temps de déchiffrage avec de la machine à moins de 6 minutes. Voilà. De l'anti-spam, c'est très important. Si vous sécurisez la partie mail, vous sécurisez déjà 73 à 80% du problème de cybersécurité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, en fait, les attaques qui arrivent aujourd'hui sont à 73% démarrées par du phishing. De l'antivirus, on parle de l'EPP, la mise à jour des logiciels qui se trouvent sur la machine de manière régulière. Donc c'est pareil, ça se fait pas. Vous pouvez pas demander à vos équipes qui sont pas informaticiens de le faire elles-mêmes. Il faut un système intermédiaire, comme par exemple ce que je vous ai montré sur F-Secure, pour automatiser en fait ces systèmes. Et puis du coup de l'EDR, qui maintenant est vraiment une des couches de technologie que la piraterie a rendu nécessaire par ses comportements. Et le dernier point, qui est vraiment en fait le cheval de bataille aujourd'hui de l'ANSSI, de la police judiciaire, c'est la sensibilisation de la direction et des collaborateurs. On parle aussi de la direction parce que, mine de rien, c'est eux qui ont la main sur l'entreprise. Voilà.
Donc c'était un webinaire animé par IDline qui fait partie du groupe NVL. Donc nous en fait concrètement on est un prestataire de cybersécurité, on couvre tout le Grand Aquitaine. Beaucoup d'entre vous nous connaissent parce que beaucoup d'entre vous sont déjà clients en fait de nos activités. Et du coup sur la partie cyber, voilà, on opère en fait sur la partie cyber différentes solutions de type EDR, firewalling, infogéré, anti-spam, sensibilisation des collaborateurs, système de dire de double authentification et plein d'autres choses. C'est le moment pour les questions. Si certains d'entre vous, déjà, j'espère que bah, vous êtes toujours là, c'est bon signe. Du coup, on est ouvert à vos questions. Par contre, il faut penser à ouvrir vos micros. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, bah, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire. J'espère qu'il vous sera utile et qu'il vous a appris des choses. Et puis, je reste encore 2 minutes et puis après, je vous dirai au revoir. Bon, du coup, merci à tous. Je mets un terme à ce webinaire et puis bah, au plaisir d'échanger avec vous par le futur.